Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A, encore une fois, je suis très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette grande émission qui vous a été toujours présentée par votre humble serviteur que je suis, William Tshisekedi. Aujourd'hui, dans cette émission, fidèles téléspectateurs, nous allons recevoir une concert. Elle, on l'appelle Lena Rey, qui sera notre invitée dans cette émission, La Diaspora. Merci infiniment à vous tous qui nous regardez à travers le monde entier parce que nous sommes sur Canal Plus 353 où vous avez toujours l'habitude de nous suivre sur la chaîne de référence Antenne A. Merci à la grande équipe qui m'a toujours tenu compagnie pour que cette émission se passe dans de très bonnes conditions. Merci à toi Henri Noël Mboutavo qui est immortel, les réalisateurs de cette émission. Merci également à toi la crème des crèmes, Janine Eyale Bonkono. Merci à Dieu, merci tant, vous êtes tellement nombreux. Vous qui travaillez comme des taureaux, comme je l'ai toujours dit, pour que cette émission se passe dans de très bonnes conditions. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais devoir faire entrer madame Lena Rey, je peux dire éditrice, qui a écrit ces livres que vous allez devoir découvrir à travers cette émission, La Diaspora. Les livres s'intitulent comme ça, The Wax. Donc voilà, c'est ça le titre du livre. Donc madame, vous pouvez déjà faire votre entrée. J'ai bien prononcé, c'est ça, c'est sûr, c'est The Wax. Voilà, merci beaucoup. 21 réflexions pour se détoxifier, dit Oxime. Donc nous allons devoir parler de ces ouvrage avec madame Lena Rey. Madame, dès l'entrée des G, bonjour d'abord, présentez-vous par rapport à tous les téléspectateurs qui sont tentés de te regarder. Nous sommes suivis sur Canal Plus 353, on nous regarde à travers le monde entier. Et pourquoi pas aussi, je pense comme ça, tous nos amis qui nous écrivent à Brazzaville, et à Poto-Poto, à Pointe-Noire, et c'est là aussi qui nous écrivent de partout, à Lubumbashi, à Goma, Bukavu, je peux dire comme ça, Kenya, Bujumbura, Afrique du Sud, vous êtes un peu partout. Donc, nous avons reçu pour vous Madame Lena Rey. Madame Lena, pour tous les téléspectateurs qui sont en train de te regarder en ce moment sur la chaîne de référence Antenne A. Oui, je tiens le micro pour vous, sentez-vous à l'aise. Bon, très bien, alors je sais comme ça que je me penche devant. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Oui. Et puis vous êtes Madame Lena, journaliste, comme je venais de vous présenter tout à l'heure. Vous êtes journaliste. Quand je fais quand même les recherches sur Google, et puis j'ai trouvé que Madame Lena Rey, journaliste défroquée, qui avait perdu foi à la profession. Comment avez-vous perdu foi à la profession ? Parce que le monde des médias a beaucoup évolué au fil du temps et qu'au début, les médias avaient une couleur, presque une couleur politique. En fait, les médias annonçaient tout de suite s'ils étaient progressistes ou conservateurs, s'ils étaient affiliés à un parti. Donc, les médias étaient partisans. Et puis ensuite, avec l'évolution et surtout du modèle économique, on a voulu tendre à une neutralité et on s'est retrouvé avec des médias qui prétendaient donc être capables d'être neutres. Sauf que les journalistes travaillent pour les médias et ont leurs propres opinions. Et donc, on se retrouve avec des journalistes qui imprègnent un média soi-disant neutre avec leur manière de voir le monde. Et que moi, je n'étais plus en adéquation avec cette manière de voir le monde où j'avais l'impression d'être dans quelque chose d'un peu trop homogène, où beaucoup de journalistes qui sont formatés dans les mêmes écoles ressortent avec une vision qui n'était pas celle que j'ai du monde. Et j'ai préféré me retirer de ce milieu-là pour aller du côté de ce que je trouvais plus juste et qui était le monde de la sécurité où j'avais l'impression de pouvoir être plus utile. Tout à fait. Je tiens aussi à rappeler les téléspectateurs qui nous suivent que Madame Lena Rey, vous avez débuté votre carrière comme journaliste, animatrice radio sur les ondes des One FM et vous avez ensuite travaillé aussi à la région lémanique comme Rouge FM et puis LFM, Couleur 3, RTS, la première. Et vous avez travaillé également pour la télévision TVM3 Le Mans, Bleu, RTSD, MTV France. Vous avez vraiment, je peux dire, un CV rempli, riche. Voilà. Et du coup, après 10 ans, comme vous venez de dire, vous avez rétrogradé pour aller faire la sécurité. Donc, c'est-à-dire, le monde de la sécurité, c'est le monde où vous vous sentez, vous avez vu que vous alliez vous sentir mieux en sécurité que travailler dans le journalisme, c'est ça? Pas plus en sécurité, mais plus en adéquation avec mes valeurs, parce que
on va dire que j'ai des valeurs plutôt conservatrices et que c'est des milieux où j'ai pu retrouver ça, alors que dans les médias, moins. Mais c'est pas vraiment parce que je n'aimais pas les médias à la base. Je trouve que ce métier est génial. Le métier que vous exercez encore, c'est de pouvoir comme ça rencontrer plein de gens, traiter des sujets différents. C'est formidable. Mais il faut repenser, je pense aussi, les médias d'aujourd'hui et de demain. Et j'ai toujours un pied dedans, quand même. Vous avez quand même un pied dedans. Oui. Est-ce que vous continuez toujours à faire des émissions comme vous le faisiez avant ou bien vous avez interrompu? Alors j'écris des articles pour un média qui s'appelle Bon pour la tête de temps en temps, et sinon je collabore aussi avec la Revue militaire suisse. Ok. Et vous collaborez avec la Revue militaire suisse. Qu'est-ce que vous faites exactement avec cette collaboration-là? Alors je réalise des interviews pour la chaîne YouTube de ce média. Sinon c'est un magazine. Alors parfois j'écris des articles et puis sinon tout le temps ce que je fais c'est de lire les numéros qui sortent, d'en faire un résumé et de les mettre en ligne sur le site internet. D'accord. Ok. Madame, nous avons plein de questions à vous poser. Et bien sûr, concernant, là, c'était juste, nous avions ouvert une brèche par rapport à ce que vous êtes et à ce que vous avez quand même fait. Et surtout que vous êtes quand même, je peux dire que vous êtes une grande personnalité, de voir tout ce que vous avez déjà fait dans le monde du média. Donc, comme je venais de vous dire tout à l'heure, elle et moi, nous faisons quand même partie d'une grande association, CH Média, qui regroupe beaucoup de journalistes, beaucoup de collègues, beaucoup de concerts qui sont là. Alors, madame, du coup, vous avez, par conséquent, je peux dire comme ça, vous avez fait ces grands, je peux dire cet ouvrage riche que moi-même j'ai pu lire, et nous allons aussi parler de cet ouvrage. Vraiment, les téléspectateurs voudront aussi comprendre qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire ces livres, cet ouvrage. D'où est venue cette envie? Alors, Dewoks, 21 réflexions pour se détoxifier du wokisme, c'est venu parce que j'avais commencé déjà en 2022 à écrire sur le sujet du wokisme, mais au début, j'avais pas ce mot qui était venu tout de suite, c'était d'écrire sur les relations hommes-femmes, où je trouvais triste qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un monde très polarisé, avec une difficulté à communiquer et une haine des hommes qui monte chez les femmes et donc inversement une haine des femmes qui remonte chez les hommes. Et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Et c'est là que dans mes recherches, j'ai vu ce mot wokisme qui ressortait régulièrement. Et puis j'ai poursuivi mes recherches là-dessus et j'ai écrit différents articles. Et puis finalement, j'avais assez de matière pour faire un livre. Les femmes qui ont de la haine aux hommes, les hommes aussi, qu'est-ce que ça veut dire cette haine-là, ça vient d'où? La haine des hommes à travers les femmes, la haine des femmes à travers les hommes, ça vient d'où? Alors, d'où ça vient? Ça, c'est vaste. Je ne vais pas répondre à l'entier de la question. Mais aujourd'hui, en tout cas, on a une tendance à la misandrie. C'est-à-dire qu'on trouve que c'est cool même de se vanter sur les réseaux sociaux, de dire « moi je déteste les hommes parce que tous les hommes sont mauvais, tous les hommes sont comme ci, comme ça ». Et on a des clichés comme ça qu'on leur colle dessus. Et c'est notamment véhiculé par les médias qui vont, par exemple, sortir des articles sur le fait que une femme ne peut pas être satisfaite dans un couple hétérosexuel et que si elle veut avoir une sexualité épanouie, elle aura plus d'orgasme en se mettant avec une femme. Ce genre d'article, c'est véridique, j'ai pu lire ce genre de choses. Et puis, petit à petit, comme on a commencé à éloigner les femmes, à les détourner des hommes, à même leur mettre dans la tête que de se marier, c'est nul, d'avoir une famille, c'est réducteur, c'est les soumettre, elles ont fini par ne même plus accepter de se faire draguer en soirée. Et on a des hommes comme ça qui se sont dit, bon bah alors si c'est comme ça, nous on veut plus non plus des femmes. Et c'est allé jusqu'à la haine, où on a eu aussi l'émergence de ce masculinisme qu'on peut voir aussi sur les réseaux sociaux, avec des influenceurs qui disent aux jeunes hommes que les femmes sont bonnes à être détestées et exploitées. Vraiment. Madame, dites-nous un peu comment ce projet est-il né? Est-ce c'est une commande ou une initiative personnelle?
Alors, le sujet en lui-même, c'était une initiative personnelle. Je m'y suis intéressée donc depuis plusieurs années, mais je doutais de moi. Je n'osais pas écrire un livre. J'avais l'impression que je n'étais pas forcément la bonne personne. Et puis, il faut pour ça des fois une bonne rencontre. Et cette bonne rencontre, ça a été avec mon éditrice, qui a eu un coup de foudre pour mes articles et qui m'a dit est-ce que vous êtes capable d'écrire un livre? Parce que moi, je vous le commande. Et c'est comme ça que je me suis mise au travail et que j'ai commencé à écrire ce livre. Mais pourquoi avoir choisi ces sujets en particulier les sujets des Hawks? Pourquoi avez-vous choisi ces sujets? Donc le wokisme, parce que justement je parlais de cette polarité, comme ça, cette polarisation de la société, avec une incapacité à se retrouver et continuer en fait à s'aimer. Et je pense que c'est la mission de chaque être humain d'être sur Terre pour aimer, et que c'est de là que sont nées mes réflexions. Après, pourquoi des woks? C'est pour chercher des solutions pour se détoxifier du wokisme, parce que des livres qui parlent du wokisme pour dire là, on a du wokisme, là aussi, il y en a d'autres qui explorent le sujet en profondeur. Moi, ce que j'ai voulu, c'était apporter autre chose. Alors, il y a une brève cartographie au début, une explication de ce qu'est le wokisme et où est-ce qu'il est présent. Et la réponse est partout. Mais ensuite, c'est surtout d'avoir 21 réflexions, donc au travers de mots qui thématisent, par exemple comme le mot agir ou le mot féminisme, qui expliquent un peu de quelle manière on pourrait soit justement agir, soit sortir d'un mode de pensée un peu simpliste parfois et se réapproprier la réflexion sur ces thématiques où on a l'impression parfois que le débat a été volé. Si je comprends bien, c'est-à-dire cet ouvrage prolonge un article ou une enquête que vous avez pu mener, c'est ça? C'est exactement ça. Ah bon? Vous avez mené des enquêtes pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Ça vous a pris à peu près combien de temps? Alors chaque article m'a pris beaucoup de temps parce que j'avais vraiment envie d'aller au fond des choses. Et aujourd'hui, on est souvent dans un journalisme de l'instantané, comme ça, où on doit rebondir sur l'actualité. Moi, c'est pas de cette manière-là que je voulais traiter le sujet. Je dirais, à chaque fois, pour un article, j'ai peut-être consacré 2 semaines. Il y a eu notamment un article qui me tient particulièrement à cœur, c'était sur les lectures de contes par des drag queens pour des enfants, où j'étais allée assister à une de ces lectures de contes pour comprendre pourquoi on mettait des enfants devant ces créatures de la nuit, parce qu'à la base, on les voit plutôt dans des cabarets, et qu'est-ce que ça amenait, et qu'est-ce qu'on faisait passer comme message à ces enfants. Et là, plus j'ai creusé, plus j'ai été horrifiée par ce que j'ai découvert. D'accord. Madame, est-ce que pourriez-vous quand même dire à tous les téléspectateurs qui sont tentés de nous regarder en ce moment quels ont été les principaux défis que vous avez pu rencontrer pendant vos recherches, pendant l'écriture de ces livres, de cet ouvrage? Certes, il n'y avait pas que tout n'était pas vraiment rose. Et certainement, vous avez pu rencontrer aussi certaines difficultés. Quelles sont ces difficultés que vous avez pu rencontrer pendant vous écrivez ces livres? Bon, alors quand on écrit des articles sur le sujet du wokisme, la plus grande difficulté, c'est d'obtenir des réponses des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est-à-dire que si je prends de nouveau l'exemple des lectures de contes par les drag queens, ça avait eu lieu dans un musée à Genève, et j'ai essayé de contacter l'équipe de communication et personne n'a jamais répondu à mes questions, parce qu'ils ont bien senti que je n'étais pas d'accord avec eux, que je questionnais leur démarche, le bien fondé de celle-ci, et donc ils ont estimé que c'était pas digne de réponse. Et c'est un peu souvent ça, c'est que quand on essaie de dialoguer avec l'autre camp, si on peut parler comme ça, on n'obtient pas de réponse, ou on est tout de suite mis hors jeu et traité de mal-pensant, et on nous le fait sentir en fait. Mais sinon, je n'ai pas ressenti de défis, de difficultés particulières dans l'écriture de ce livre, hormis les difficultés qu'on a soi-même avec soi, c'est-à-dire de se discipliner à écrire, de croire en soi, et puis de se laisser emporter par les tripes, ce qu'on a à l'intérieur, et de le mettre sur le papier. Mais quand bien même vous écriviez cet ouvrage, mais vous n'étiez pas sûr de vous-même, si je comprends bien. Vous n'étiez pas sûr parce que vous dites que voilà, des fois on manque la confiance en soi-même, donc c'est-à-dire vous n'étiez pas sûr de ce que vous faisiez. Dans le sens où, en fait, on a souvent cette tendance aujourd'hui à dire que si les femmes doutent d'elles ou n'entreprennent pas des grandes choses comme devenir directrice d'une grande entreprise, on dit que c'est à cause des hommes, que c'est à cause du patriarcat, et c'est faux en fait. Moi j'ai plutôt envie de dire que
les réponses sont en soi-même, que souvent c'est parce qu'on doute qu'on n'a pas le courage de se lancer dans un projet. Et donc notre ennemi c'est nous et c'est pas le patriarcat comme on voudrait nous le faire croire. Donc voilà, c'était à moi de travailler sur mes propres peurs, la peur de s'exposer, comme là par exemple, d'être ici, de répondre à des questions. Tout à fait. C'est pas. Mais vous répondez aussi facilement parce que c'est bon, ça va. La caméra, vous êtes déjà habitué. Des années, vous avez travaillé dans les métiers. Et donc vous n'êtes pas comme la crème des crèmes qui est là et n'a jamais passé à la télé. Elle connaît rien du tout. Peut-être qu'elle serait effrayé, mais vous par contre voilà, vous n'êtes pas effrayé, ça vous effraie jamais ça. Alors pourtant si détrompez-vous, parce que d'être de l'autre côté, d'être l'intervieweur, Ouais. je trouve que c'est plus facile parce qu'on se prépare, on écrit les questions et on se dévoile pas beaucoup. Quand on est interviewé, on sait pas ce qu'on va nous demander et on doit en plus se livrer soi-même. Et puis ce livre, c'est tellement mon bébé que de devoir le présenter, c'est pas toujours facile parce que c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur, dans lequel aussi j'ai vraiment partagé des pensées personnelles et c'est ça, c'est se mettre à nu devant les autres que de répondre à des questions. Madame Léna Rey, est-ce que vous avez eu quand même accès à des sources confidentielles ou difficiles d'accès, des sources confidentielles? Et par exemple, je peux dire, quand vous écrivez votre livre, que vous aimeriez avoir des réponses qui peuvent t'aider pour que vous puissiez continuer à le faire et que cela n'a pas été, comme vous venez de donner l'exemple tout à l'heure. Est-ce que, hormis cet exemple-là, il y en a tant d'autres ou bien? Non, il y a eu quelques personnes qui m'ont livré des témoignages et puis qui ensuite ont dit non, mais ça j'aimerais pas que ça figure, des choses comme ça. Mais sinon non, j'ai pas d'informations confidentielles que je partage dans cet ouvrage. C'est vraiment le fruit de réflexion et non, pas de difficultés autres. Donc il n'y avait pas eu de difficultés. Non. Donc tout était bien. Quand vous voulez vous aborder quelqu'un, tout ça s'est passé très bien. Oui. Sans problème. Du coup, madame, avez-vous aussi rencontré des résistances ou des pressions extérieures pendant l'écriture de ce livre? Non, parce que l'écriture, c'était pour moi une activité assez solitaire. J'ai pas eu beaucoup de contacts à l'extérieur. J'ai pas fait beaucoup d'interviews. Par exemple, dans les interviews qu'il y en a vraiment deux surtout. C'est avec des psychologues. Je me suis entretenue avec des psychologues pour approfondir certains sujets. Alors eux, évidemment, étaient favorables à l'angle dans lequel j'écrivais ces sujets-là. Donc non, sinon j'étais vraiment seule chez moi la nuit sur mon ordinateur et j'étais pas forcément en recherche de contact avec l'autre. Et ça aurait pu me provoquer, oui, des oppositions, mais il n'y en a pas eu. Voilà. Mais vous êtes vous-même journaliste, animatrice. Quelle est la différence majeure avec cette posture d'une journaliste, d'une animatrice télé et avec une personne qui écrit, avec une personne qui a fait l'écriture, qui a fait un livre? Quelle est cette différence-là? Entre ces deux mondes? Oui. Je dirais qu'il y a un monde qui est très tourné vers l'extérieur et l'autre qui est tourné vers l'intérieur. Quand on fait de la télévision ou de la radio, on est obligé de penser à celui qui regarde aussi pendant qu'on parle. C'est-à-dire, est-ce que ce que je dis est clair, je dois faire attention à mon apparence. Donc voilà, il y a quelque chose avec ce regard extérieur de la caméra. Quand on écrit, on est vraiment seul face à son ordinateur, on a beaucoup plus le temps de poser les choses, de choisir les mots, de les retravailler. On est libre en esprit, c'est ça? C'est ce que vous voudrez dire? On a le temps. En fait, on a vraiment le temps long pour poser les mots, pour être sûr de la manière dont on va. Il n'y a pas une censure. Il n'y a pas de censure et comme quoi, bon, parce qu'en journalisme, vous le savez, vous et moi, et quand on amène une information, et avant que cette information-là passe, elle doit être d'abord tamisée, taillée, si que cette information-là ne puisse pas causer les dégâts. Bon, maintenant, quand vous êtes devenu, vous écrivez dans les livres, c'est-à-dire vous êtes libre, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Alors ça, c'est vrai
que sur les chaînes de télévision, il peut y avoir une censure. On sait aussi sur les réseaux sociaux, si on utilise certains mots, des fois, ça va enlever la vidéo. Alors que non, dans un livre, la seule censure qui peut exister, c'est si elle vient de l'éditeur. Si l'éditeur a peur de certains sujets, il peut en fait engager des relecteurs qui vont, eux, mettre une censure en disant « Ah, attention, ça c'est délicat ». Donc, c'est pas le cas de mon éditrice, qui est une femme très courageuse et qui a créé cette maison d'édition exprès pour ça, pour aller plus loin et oser dire les choses que certains sont frileux maintenant de dire. Ok. Madame Léna, nous continuons avec vous, fidèles téléspectateurs. Comprenez que nous avons tellement beaucoup de questions à poser. C'est par rapport à qu'on puisse quand même comprendre comment et pourquoi elle a pu écrire cet ouvrage que vous aussi, je vous conseille de pouvoir l'acheter. Si vous pouvez déjà dire où est-ce que les gens peuvent trouver ces livres pour ceux qui sont par exemple en Afrique, est-ce qu'il y a une distribution au niveau de l'Afrique, par exemple chez moi au Congo, où on est à 100 et quelques millions d'habitants. Si par exemple on les vendait même à $1, voilà, je sais que madame deviendra millionnaire, hein? Mais puisque ça, on ne demande pas trop. Et puis, je sais bien qu'il ne faut pas aussi le vendre trop cher, hein, parce que déjà avec la population qui est homogène, donc cela prouve que si vous les vendez même à 0,0000, on aura toujours des sous. Où est-ce que les gens peuvent trouver ça? Bon alors, déjà parce que là, ceux qui sont en train de nous regarder, ils disent mais William, dites-nous, on peut avoir ces livres-là où est-ce qu'on peut trouver ça? Parce que je sais bien que nos camarades de l'université de Kinshasa, des Kasapa, de l'université de l'UFASIC, là où on nous forme, là où on forme des journalistes, et ils aiment beaucoup lire. Donc je pense bien qu'ils veulent aussi savoir où est-ce qu'ils peuvent trouver ça. Par exemple, comme chez moi à Kinshasa, est-ce qu'avez-vous déjà un distributeur ou bien comment les gens peuvent s'en procurer, comment ces livres? Alors, le modèle de distribution choisi par la maison d'édition, c'est distribution directement via son site internet, uneautrevoie.com, parce que les libraires ne mettent pas en avant ce genre de livre un peu plus délicat, un peu polémique. Donc, elle a vraiment choisi ça. C'est une maison d'édition qui est basée en Suisse. Alors, pour ce qui est de l'envoi hors de l'Europe, je ne suis pas sûre. Je sais que des gens ont voulu le commander au Canada. Ils ont directement écrit à l'éditrice parce que le système sur le site internet ne permettait pas de sélectionner le pays. Mais par contre, ils ont fait contact sur le site et elle leur a expédié jusqu'au Canada. Alors je pense bien qu'en Afrique, ce sera possible. Maintenant, la question, c'est le coût. Parce que comme c'est une maison d'édition suisse où tout est fait en Suisse, eh bien, ça coûte cher. Tout est trop cher en Suisse. Alors, quand même, vous ne pouvez pas aussi les vendre par rapport au coût de la Suisse, hein, madame Léna. Eh bien, ça c'est pas moi qui choisis. Mais par contre, il y a une option, justement, c'est la version du livre électronique, par exemple, sur les tablettes Kindle ou comme ça. Et donc ça, c'est via Amazon. Sur le site amazon.com, vous le trouvez en version électronique et moins cher. Ok. Et voilà, nous continuons, fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A. Comprenez que nous sommes dehors en train de tourner cette émission. Ce sont des caprices. Voilà. De là où nous sommes en train de tourner cette émission. En tout cas, ne nous tenez pas vraiment à rigueur. Comprenez que voilà, il y a les gens qui passent. On ne peut pas bloquer tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Madame, avez-vous une structure dès le départ ou s'est imposée au fil de l'écriture? Avant que vous ne puissiez avoir cette idée, est-ce qu'avez-vous déjà une structure comme ça? Vous y pensez un jour? Est-ce que vous avez pensé un jour que vous écrirez un livre? Ou bien voilà, c'est devenu comme une baguette magique comme ça? J'avais pensé écrire un livre là-dessus, mais je ne savais pas de quelle manière l'aborder. Je voulais pas justement faire un énième livre qui dise la même chose. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à ça et c'est comme ça que c'est venu sous la forme de ces 21 réflexions. Oui, ça c'est venu assez rapidement. L'idée comme ça de le faire de cette manière-là. Et puis après, le reste, la touche personnelle aussi, c'est le côté humour. Je mets beaucoup d'humour dans ce livre et ça s'est imposé naturellement. Et c'est venu de manière très fluide. La plupart du temps, quand je me mettais devant l'ordinateur, les mots coulaient tout seuls. Et même des fois, j'étais en train de conduire et puis tout à coup, j'avais des phrases entières du livre qui venaient dans ma tête et j'étais embêtée parce que je me disais mince, mais là, j'ai pas l'ordinateur pour écrire. Donc j'essayais d'enregistrer sur mon téléphone ou de trouver des moyens pour... Donc non, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait naturellement. Vous avez travaillé seul ou bien avec
quelqu'un qui était aussi... C'est vrai, là vous dites que beaucoup de mots, ça venait de vous-même, tout ça. Est-ce que quand vous recevez ces mots-là qui venaient peut-être d'une manière, je peux dire au ciel, qui tombaient dans votre tête, et comment ça se passait? Est-ce que vous les partagez aussi avec quelqu'un d'autre qui était à vos côtés pour dire voilà les mots que j'ai? Est-ce que ces livres, ceux qui nous regardent, ils peuvent... Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment... Et tous les mots qui se trouvent à l'intérieur, ça vient de vous, ou bien vous avez quand même travaillé avec quelqu'un d'autre à tes côtés? Alors, ça vient vraiment de moi. Et oui, vous l'avez dit, on peut aussi parler d'une inspiration qui descend du ciel. Je pense que c'est possible. Après, bien sûr que d'avoir quelqu'un à ses côtés, ça peut aider. Donc, les mots viennent de moi, mais les réflexions, je les ai parfois partagées avec mon mari. En fait, dans des moments de doute, où je lui disais, mais est-ce que je peux aller jusque-là? Est-ce que là, ça serait aller trop loin? On parlait beaucoup et il a été d'une grande aide aussi pour moi, pour faire avancer mes propres réflexions. Lui-même, il est aussi écrivain, votre mari. Bon, c'est vrai, ça c'est la vie privée, mais quand même, pour la meilleure compréhension et pour expliciter aussi les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que lui-même aussi il est écrivain, votre mari? Parce que vous dites qu'il vous a beaucoup aidé. Il est aussi... Non, c'est vraiment dans les réflexions qui m'a aidé, mais pas à écrire. C'est juste en dialoguant que des fois, je me suis dit, ah, peut-être en fait que là... Très important l'homme, hein. C'est ça, oui, oui, très important, vraiment. Mais et aussi pour rassurer, en fait, dans ce rôle-là, parce que des fois, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais si j'écris ça, je risque de me faire attaquer, ça pourrait fâcher les gens. Et puis lui, soit des fois, me disait, oui, alors là, tu devrais un peu transformer ta phrase pour que ce soit plus acceptable. Ou d'autres fois, il m'a dit, mais non, il n'y a pas de problème, n'aie pas peur, vas-y. Et donc, oui, il était important pour ça, mais il n'est pas écrivain. Ce n'est pas son domaine, mais c'est un sujet qui le préoccupe aussi et dont nous parlons énormément ensemble. Et notamment cette histoire de rapport homme-femme ou des idéologies qu'on impose aux enfants. En tant que parents, nous sommes soucieux de ça. Donc il ne vient pas du milieu de l'écriture, mais il s'intéresse à ces sujets. Madame, mais de quel temps et puis de quelle écriture que vous vous êtes inspiré pour faire ces livres? J'ai pas vraiment pris une inspiration, un modèle que je pourrais vous dire de tel philosophe ou de tel courant. Non, c'est peut-être un peu un patchwork de plein d'influences, mais celle que j'aime bien citer, ça n'a rien à voir avec le monde littéraire. C'est une série animée qui s'appelle South Park. C'est une série américaine. Oui, South Park. Vous aimez beaucoup? Oui, j'aime beaucoup cet humour absurde, cynique. Et pour moi, il commente vraiment le monde, l'actualité avec beaucoup de justesse. Et cette manière de poser les choses, de réfléchir et de critiquer avec humour, j'ai été très imprégnée de ça toute mon adolescence et c'est ressorti de manière naturelle dans ce livre. D'accord. Fidèles téléspectateurs, comme je venais de dire, nous avons réussi pour vous Madame Léna qui est avec moi sur ce plateau. Donc il s'agit bel et bien du livre Dewox avec 21 réflexions pour détoxifier. Donc voilà, Madame elle est là. Peut-être les autres ils sont tentés de se demander des questions. Déjà il y a les mots détoxifier. Détoxifier. Voilà. Vous pouvez un peu expliquer? Détoxifier. Oui, parce que... C'est détoxifier en quoi? Pourquoi? Pourquoi seulement vous avez choisi ça, madame? Je ne sais pas si c'est un mot qui parle aux téléspectateurs. On va voir. Parce que, en tout cas... Je sais, je les connais bien. Là, je sais bien que mon téléphone il sera rempli avec des messages, avec des appels qui viendront de partout. Hein. Donc voilà, et ils vont se poser des questions, mais ces mots-là, alors comme elle est bel et bien ici, elle-même, elle pourra quand même donner toutes ces explications, tous ces détails. Et puis voilà, pour vous faire énormément plaisir, parce que j'ai toujours dit que vous êtes nos chefs. Vous qui nous regardez, vous êtes nos chefs. Sans vous, nous, on est nuls. Voilà. Bah alors, se détoxifier parce que on parle d'un esprit sain dans un corps sain et en Occident, on a des modes de vie qui sont plutôt malsains en réalité. Beaucoup de stress, de cigarettes, d'alcool, sans compter ceux qui utilisent des drogues. Et donc, on a besoin de détoxifier son corps, par exemple en faisant des cures.
Vas-y, madame. Oui, donc des cures de détox en buvant du jus de citron, en faisant, en utilisant des produits par exemple comme le radis noir, le curcuma pour éliminer, nettoyer son foie. Enfin, c'est ça, c'est ce genre de choses-là. C'est là dont on parle des cures détox. C'est différentes manières qui existent. Il y en a qui vont pratiquer le jeûne, d'autres qui vont simplement essayer d'éliminer les toxines. Et c'est pour ça que je me suis inspirée de ça, pour dire on va appliquer les détox qu'on fait pour le corps à l'esprit et pour se détoxifier la tête. Voilà, merci beaucoup, Madame Léna. Merci.